On a choisi avec la Fédération des éleveurs d'écouter non pas des faits de société, mais des réalités qui deviennent de plus en plus pressantes et qui concernent deux sujets. Le premier, globalement, c'est le bien-être à l'élevage pour des chevaux qui vont ensuite devenir des athlètes de très haut niveau et courir. Et le second, c'est les répercussions potentielles du changement climatique sur nos chevaux, nos élevages et des pathologies éventuelles ou d'autres problématiques que les pathologies. On a deux conférencières cette année que vous connaissez. Et la première conférence de 25 minutes, avec 5 minutes réservées aux questions, sera donnée au docteur Monika Wenner, qu'on a le grand plaisir d'accueillir. Elle est vétérinaire en Allemagne, et c'est la deuxième fois que tu viens nous exposer un sujet. Merci à toi, Monika. The floor is yours, comme on dit. Merci beaucoup, Guillaume. Vous m'entendez? Oui, un thème qui n'est à l'origine pas précisément vétérinaire, mais il est à l'heure que les vétérinaires s'occupent plus de ce thème-là, le bien-être des chevaux. Et au point de vue de la situation dans les élevages de pur sang en France, sur une scala, sur une échelle où 10 est la meilleure note, j'imagine que les élevages de pur sang français sont à 9 ou 9,5. En Allemagne, c'est assez bon en comparaison à d'autres élevages. Mais il y a quand même quelques thèmes auxquels il est nécessaire ou il est intéressant de s'occuper. Vous savez probablement qu'il y a des recommandations du ministère de l'Agriculture qui concernent le management des chevaux. C'est un petit livre de 40 pages qui est très facile à lire. J'imagine que 90% du contenu est connu, mais 10% sont intéressants aussi à relire, à considérer. Est-ce que je suis toujours actuelle dans mon élevage? Est-ce que je peux encore améliorer quelques points éventuellement? C'est un guide qui a été écrit par des experts et qui aide à donner quelques recommandations. C'est assez bien structuré et on peut décider, ok, ça c'est un thème où je veux un petit peu m'améliorer éventuellement ou approfondir. Au point de vue de la généalogie, je pense que les éleveurs de pur sang sont extrêmement bien préparés et informés. Au point de vue des comportements du cheval, on va en parler tout à l'heure. Nous savons beaucoup, les éleveurs, nous vétérinaires, 100% équins, considérons qu'on a un contact avec les chevaux tous les jours, donc on comprend bien les chevaux. On va voir si c'est le cas. Mais nous savons assez bien comment est la vision du cheval, comment est la réaction de fuite du cheval, surtout pour les éleveurs qui s'occupent des très jeunes chevaux du premier jour. Nous connaissons bien ces réactions. Nous savons que les chevaux ont une ouïe fine et sensible. Nous savons que les chevaux ont besoin d'une interaction intersociale au moins aussi importante et aussi bonne que nous. L'importance de la recherche de nourriture, que la nourriture soit de bonne qualité, c'est très clair. Il y a quand même un chapitre où éventuellement nous pouvons nous améliorer, l'un ou l'autre. Et nous allons en parler maintenant. Ça, c'est une situation sur un élevage de pur sang en Allemagne. Ce sont des jeunes étalons qui ont été sevrés il y a 6 semaines. Et puis, il y a un kiki ici que vous voyez qui fait des idioties. Il est maintenu sur un grand paddock avec un accès au pré. Et il s'appuie ici et il tique à l'air, on dit en français. Hein? Ouais. En allemand, on dit koppen, en windsucking en anglais. C'est dérangeant. Est-ce que ça vous dérange, un cheval qui fait ce genre de... Dites-moi si ça vous dérange de voir ce comportement. Moi, ça me dérange. Je dois dire, ça me dérange énormément. Il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'il fait dans son plaisir, dans son temps de plaisir, c'est sa chose à lui. Mais c'est difficile à transmettre ce genre de chevaux ou à les vendre éventuellement. Et le pire, c'est que cette jument ici,
Cette petite jument ici, c'est une Reliable Man. C'est mon yearling, c'est mon poulain à moi de l'année dernière. Silken Sophie. Elle a commencé à prendre, on leur a offert sur le petit élevage des granulés. Et vous voyez qu'elle commence comme une idiote à tiquer. Pourquoi? Elle a une vie formidable, elle est super intégrée, elle n'a pas de stress. Les mamans sont autour de ce petit enclos où il y a juste les poulains qui ont accès. Le propriétaire a eu des chevaux toute sa vie, il connaît les chevaux, il sent les chevaux, il comprend les chevaux très très bien. Moi je considère que je comprends aussi assez bien les chevaux. Pourquoi est-ce que ce poulain, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que ce poulain commence à tiquer? Vous avez une solution à ça? Encore? La mère n'a jamais, la mère nous a voilà, c'est ça, c'est une possibilité, imitation. Aucun des chevaux dans ce groupe, ni la mère n'a jamais tiqué à l'air. Aucun de ce groupe ne tique, aucun dans l'élevage à ce moment-là ne tique. Et on avait un énorme problème. Ça nous a rendu un petit peu malheureux. Il y a des solutions à ce genre de choses. Il y a effectivement des spécialistes qui s'occupent de ce genre de problèmes comportementaux. J'ai par hasard acquis une spécialiste en lui disant « Écoute, j'ai un problème avec mon propre poulain. » Elle me dit « Oui, mais c'est connu, c'est connu, c'est connu, on connaît ça. » Et je peux t'expliquer. Et les spécialistes, et mon information pour vous aujourd'hui, c'est effectivement les spécialistes en comportement, il y en a en France, je me suis renseignée, ils peuvent éventuellement nous aider, donc pourquoi pas? Effectivement, nous sommes des hommes et des femmes de chevaux, mais il y a des choses que où les spécialistes sont développés dans les dernières années, dont on peut profiter, et surtout, pas seulement nous, mais nos chevaux aussi. Ce poulain-là, c'était trop tard pour changer son comportement. Je vais vous montrer la solution qui est très très facile à trouver. C'est ça. Il faut complètement changer le mode de supplémentation des concentrés sur ces chevaux, leur donner sur le sol et le problème est réglé. Dans notre cas, j'avais attendu trop longtemps avant de consulter la spécialiste, donc j'ai dû faire opérer le poulain, notre poulain, et puis le problème est maintenant réglé. Mais ça aurait été mieux d'avoir cette solution avant. Et la solution, c'est de réagir très vite. Donc dès que vous remarquez qu'un cheval commence à tiquer, réagir vite. Si vous avez une solution vous-même, tac, y aller. Ou alors, et dans ce cas, réorganisation de la méthode d'alimentation. Donc mon petit conseil, c'est effectivement, si on a des problèmes que nous-mêmes, avec toute notre expérience avec les chevaux, nous n'avons pas de solution, éventuellement d'autres personnes peuvent nous aider. Et au point de vue du comportement, c'est assez intéressant dans certains cas. Le deuxième bloc des recommandations que vous trouvez dans ces guides et qui vraiment concerne une amélioration du bien-être des chevaux sur les élevages, ce sont des recommandations en ce sens que la taille des box ont un minimum, si vous voulez, mais ça dans les élevages de pur sang en France et en Allemagne, la taille des box est vraiment suffisante. Les stabulations, s'il y en a, elles sont bien organisées à mon avis. L'éclairage est bien considéré aussi. Les écuries doivent être très, très claires, au moins 8 heures par jour, au moins 80 lux d'énergie, et c'est très facile à tester les propres écuries. Je ne sais pas si vous avez il y a des petits apps, des applications pour voir l'éclairement dans les écuries, c'est très facile. Le bruit, vous considérez certainement ces choses-là, et si les chevaux sont en pâture, il faut effectivement considérer l'abri. Ça, ce sont, à mon avis, si j'ai bien vu les élevages français, ce sont des zones qui ne sont pas à risque, disons. Une autre situation qui est importante si
on considère notre et votre Verantwortung, comment on dit ça, Verantwortung, responsabilité vis-à-vis des chevaux. C'est, merci, ma maman m'aide pour la traduction spontanée. Il y a quelques points où nous devrions toujours essayer, et vous aussi, d'être actuels au point de vue des connaissances sur le comportement des chevaux, les connaissances sur le management médical, et je vais apporter peut-être une ou deux informations qui éventuellement sont nouvelles. Il est très important que les éleveurs considèrent le thème prévention des maladies infectieuses. Ça a été un thème dans les dernières années. Et ce sont des choses, ce sont des informations, ce sont des mesures à prendre sur les élevages qui sont en mouvement, où on peut toujours s'améliorer, j'imagine. Donc c'est quelque chose où il faut rester actuel, il faut continuer à suivre ce qui se développe au point de vue des connaissances que nous pouvons acquérir. Il faut essayer, chaque éleveur va essayer certainement à son niveau de limiter la propagation d'épidémies sur la population équine, que ce soit avortement à herpès ou des choses terribles comme ça. J'imagine que les éleveurs, vous avez un très bon contact avec votre vétérinaire et c'est ce que je vois en Allemagne, en tout cas le travail en coopération est vraiment excellent. J'imagine que c'est la même chose ici, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, par exemple, au point de vue des vaccinations? Est-ce qu'il y a des petites informations qui nous rendent la vie peut-être un petit peu plus facile pour les éleveurs? On va en parler dans 2 minutes. Le programme des contrôles endoparasitaires, très, très, très important. Il faut vraiment les vétérinaires inclus apprennent à utiliser les vermifuges vraiment d'une façon plus sélective et plus raisonnable, maintenant et dans l'avenir. Donc ça, il faut vraiment qu'on essaye de rester up-to-date. Et les entretiens au sabot, très clair. J'imagine que vous avez des super maréchaux ferrants qui travaillent pour vous, et les soins dentaires, très importants. C'est vraiment le paquet des soins aux animaux qui est essentiel, et l'alimentation a été traitée aussi, si j'ai bien compris, ce qui est très important. Maintenant, au point de vue des maladies infectieuses, et d'essayer de les réduire et d'empêcher qu'elles sortent, si elles arrivent, qu'elles s'échappent de l'élevage, c'est très important. Effectivement, les premiers signes de maladies infectieuses sont clairs, c'est la fièvre, la toux, le jetage nasal, la diarrhée dans certains cas, diarrhée hémorragique dans certains cas. Tous ces signes de maladies très très clairs qu'il faut recevoir, qu'il faut apprécier rapidement, comme fièvre, jetage, problème de déglutition, signes neurologiques. Ce sont des choses que vous connaissez, j'imagine, au moins aussi bien que nous. Elles sont dues à des problèmes transmis par des bactéries, des toxines de temps en temps, si on parle du botulisme, ou alors des virus. Et ça, c'est vraiment un gros paquet, un thème important où il faut toujours essayer de rester informé au point de vue des actualités. En ce moment, il y a des grosses discussions, vaccination, herpès, oui, non. En Allemagne, des grosses questions qui se posent en ce moment. Il faut rester très, très bien informé à tous les niveaux. Une des maladies les plus fréquentes, j'imagine dont vous entendez parler, je pense qu'en France, les cas sont assez rares par année parce que vous avez un très très bon régime de vaccination grippe. C'est la grippe équine. Il y a une autre maladie infectieuse qui est vraiment un grand thème aussi sur les élevages, c'est le herpès, avec le herpès 1 qui provoque les avortements en fin de gestation, ou le herpès 1 qui, dans certains cas, provoque des signes neurologiques dramatiques dans certains cas, ou le herpès 4 qui, en priorité, provoque une rhinopneumonie. Tout ça est
provoqués par le herpès. Et la prévention, c'est vraiment un des pôles où vous mettez énormément d'énergie à essayer de prévenir ces maladies. Et c'est assez bien, c'est assez facile à faire, la prévention, parce qu'effectivement, les vaccins sont bons. Mais le premier pas, c'est, avant d'introduire un nouveau cheval, d'installer une quarantaine. Ce n'est pas si facile en Allemagne, je dois dire. J'espère que vous êtes mieux organisés que les Allemands à ce sujet, mais d'avoir vraiment une bonne quarantaine pendant 14 jours, ce n'est pas si simple au point de vue du personnel et du management et puis tout ça, mais c'est très important pour protéger votre propre élevage. Si des cas cliniques apparaissent, il est important de bloquer, bloquer les in and out, les mouvements des chevaux pour rentrer ou pour sortir de l'élevage, c'est clair. C'est pas si facile parce qu'on a une pression d'amener les juments aux étalons et tout ce genre de choses. Mais c'est important d'être respectueux de l'ensemble de la population équine, pas simplement de son propre élevage. Et dans l'élevage, essayer de séparer les groupes d'âge, si c'est possible, c'est très important pour diminuer la circulation, par exemple, du herpès qui bouge énormément dans les jeunes chevaux. Et puis la vaccination qui est très importante. Et à ce sujet-là, j'ai une question à vous au propos de la vaccination. Et votre connaissance à ce sujet. J'ai une question. Est-ce que c'est un désavantage de changer le type de vaccin Equip F, Prikvensa ou Protec-Flu dans la primo-vaccination? Est-ce que vous savez ça? De temps en temps, il y a des ruptures de stock où le vétérinaire dit « j'en ai plus ». J'en ai plus, c'est un problème. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui, non? Il y a plusieurs réponses. Non, ce n'est pas un désavantage. L'autre réponse est non. La réponse immunitaire est même meilleure. Ou alors oui, c'est un désavantage. Il faut vraiment rester avec le premier vaccin avec lequel on a commencé. Ou alors oui, c'est un désavantage parce que les effets secondaires sont éventuellement... Ce sont les réponses que nous avons, qui ont été évaluées, si vous voulez. Et puis il y a une étude qui a été faite en 18 avec 6 groupes dans les chevaux. Il ne faut pas regarder les nombres, c'est complètement inintéressant. Je veux juste signaler que 3 groupes avaient une primo-vaccination toujours avec le même vaccin, Prikvensa, Protec-Flu ou Calvensa, c'est égal quoi. Et 3 autres groupes ont eu une primo-vaccination changeante. C'est une primo-vaccination sur 3 vaccins, enfin sur 3 injections. Et vous voyez juste sur le bas, ici, c'est le temps, les semaines, premier vaccin, deuxième vaccin et le troisième, qu'on connaît bien. Et si nous regardons simplement tous les chevaux ont poussé les anticorps vers le haut, pas après le premier vaccin, malheureusement, mais après le deuxième. Tsac, les anticorps montent dans tous les groupes de façon très intéressante et au niveau aussi qui protège les chevaux, ça c'est sûr. La meilleure réponse qui continue bien dans le temps, c'est après la 3e vaccination. Ça, ce sont des graphes que vous connaissez bien, j'imagine. Ce qui était éventuellement intéressant à considérer, que le groupe en bleu, les bleus, c'était ceux qui étaient vaccinés avec différents vaccins, ont en tendance des anticorps qui sont un petit peu plus hauts que ceux qui ont été vaccinés toujours par un vaccin, en tendance. Il faut être un petit peu, et je suis tout à fait d'accord avec Sophie qui m'a rappelé cet élément, il faut être un petit peu différencié sur l'interprétation qu'on a. Mais ce qu'on peut certainement dire, c'est que la réponse immunitaire n'est pas moins bonne si on mélange les vaccins. Bon, ça c'est la première question que j'avais à vous. La deuxième question, qui est éventuellement un petit peu plus intéressante pour vous comme éleveur, je ne sais pas si vous faites, est-ce que c'est un avantage de faire la primo-vaccination contre la grippe, tétanos, tac, et 14 jours plus tard contre le herpès, qui sépare
les vaccinations chez vous. Vous vaccinez grippe, tétanos et herpès le même jour pour la primo-vaccination? Qui fait ça? Moi, je le fais depuis les résultats de notre étude. On a fait une grosse étude avec les Irlandais. Mais avant, j'ai mal informé ou conseillé des gros éleveurs aussi en Allemagne. Et je leur ai toujours dit, tétanos et influenza, 14 jours plus tard, herpès, pour que le système immunitaire se concentre sur la vaccination herpès. C'est pas correct. La meilleure réponse, c'est effectivement les quelques mains qui se sont levées. Donc, est-ce que c'est un avantage de faire la vaccination le même jour contre grippe et herpès et puis tétanos, c'est toujours ensemble? Oui. Et ça, vous voyez le groupe B ici, c'est la primo-vaccination en simultané, dont le même jour, il y a 2 vaccins ici, 1 et 2, et vous voyez le groupe en vert, ce sont les anticorps contre l'herpès. Ça ne nous donne pas l'information pour les puristes sur la protection immunitaire cellulaire. On en a entendu parler pas mal dans le corona. Effectivement, la réponse immunitaire cellulaire est encore plus importante, mais il est très difficile à mesurer, si vous voulez. Donc on a utilisé les anticorps, et les anticorps sont en tendance plus élevée, aussi de façon significative, que si les poulains ou les weanlings, qui viennent d'être sevrés, sont vaccinés en séparé avec le herpès. Donc ça veut dire que pour la primo-vaccination, c'est positif de les vacciner ensemble. C'est pratique. Donc vous n'avez plus besoin de dire 4 fois « Bonjour docteur » pour la primo-vaccination, « Bonjour docteur herpès », « Bonjour docteur grippe, tétanos », « Bonjour docteur herpès », plus que 2 fois, ce qui est au point de vue médical très très correct et en plus au point de vue du contact avec le vétérinaire aussi intéressant. Une autre problème se développe assez en Allemagne de façon sporadique, en Angleterre aussi chez les élevages de pur sang, et en France j'ai entendu qu'il y avait des cas sporadiques, c'est l'entérite, donc l'inflammation des intestins, des parois intestinales, dû au Lawsonia intracellulaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les éleveurs de cochons connaissent très très bien parce que au moins 90% des élevages de cochons ont cette bactérie dans leurs élevages et dans leurs fermes. Et de temps en temps, ces bactéries aussi affectent les poulains, souvent dans la période du sevrage, 4 à 6 semaines après le sevrage, le poulain se détériore. En l'espace d'une semaine, il devient assez maigre, il colique un tout petit peu, perte du poids, diarrhée, léthargie un peu, ils sont anorexiques, donc ils sont vraiment malades, c'est assez aigu, œdème des jambes de temps en temps, et quand on fait une échographie, et c'est une des méthodes de diagnostic les plus simples, une échographie du ventre, on voit la paroi intestinale du petit intestin qui est très très épaisse, dont le petit intestin est vraiment comme un gros saucisson, et ça c'est dû à cette bactérie qui prolifèrent dans la muqueuse des parois du petit intestin chez le cochon et chez certains poulains aussi. On peut confirmer la suspicion si on a des valeurs sanguines et ensuite on fait une PCR sur les crottins des poulains. Elle marche, c'est une méthode qui est validée pour les cochons mais aussi pour les poulains. Donc c'est assez facile à diagnostiquer et on peut très très bien guérir ce genre de poulain si on fait le diagnostic assez tôt. Notre idée à nous, c'était la prévention de ce genre de maladie. Elle est due à une bactérie. Et la prévention, qui est un de nos thèmes aujourd'hui, la vaccination fonctionne très bien. C'est un vaccin pour les cochons et on l'applique en intrarectal et il protège les poulains d'une façon certaine. Donc ça, c'est très bien étudié. Les Américains et les Irlandais ont beaucoup de problèmes avec l'Lawsonia. Donc c'est vraiment une maladie qui est assez facile à prévenir.
Une autre maladie dont vous avez probablement entendu parler, où on se dit « oh, ce n'est pas encore vraiment actuel pour notre région », c'est le virus du West Nile. On a eu cette année, depuis mi-août jusqu'à mi-septembre, fin septembre, 50 cas de chevaux malades. On a 8 qui sont morts dus au West Nile. C'est un virus qui provoque de la fièvre, un état un peu grippal, des tremblements musculaires au point de vue de la tête, des signes neurologiques où les chevaux explosent et montent au mur, sortent des paddocks et meurent dans certains cas. C'est vraiment une maladie que nous n'avions pas trop sur le radar jusqu'à mi-août, je dois dire, mais effectivement le mouvement des oiseaux qui volent sur l'Allemagne ont transmis et ont apporté ce virus qui est transmis des oiseaux par les petits insectes que j'aime pas du tout, c'est les moustiques, et ils transmettent aux humains, à nous, et aussi aux chevaux, ce virus qui est assez terrible. La bonne news, la bonne information pour aujourd'hui, c'est que la prévention de cette maladie est très efficace à partir d'un vaccin qui protège à 100%. Donc ça, c'est une bonne chose. Quelque chose éventuellement à garder en tête pour vous pour les années qui viennent. Et si nous considérons aussi maintenant le thème des endoparasites, parce que c'est important pour le bien-être des chevaux maintenant et aussi dans l'avenir, pour qu'on conserve des vermifuges qui soient effectifs. Vous avez un énorme effort à faire chaque semaine, j'imagine, et la plupart d'entre vous considèrent ce thème comme quelque chose d'important pour leur élevage. Le contrôle des endoparasites, ce n'est pas simplement de donner des vermifuges, c'est vraiment un gros paquet de mesures qui sont assez difficiles à maintenir, parce qu'il faut qu'elles soient maintenues de semaine en semaine et d'année en année. C'est extrêmement intensif au point de vue du human resources, du personnel qu'il faut motiver pour aller prendre les crottins, mais c'est extrêmement important. Il faut ramasser les crottins, idéalement 2 fois par semaine sur les paddocks si c'est possible, sur les prés si c'est possible. Je sais de quoi je parle, je sais que c'est très très difficile à faire. Il faut essayer de donner du repos aux prés, si c'est possible, ou de changer avec d'autres espèces, avec des bovins par exemple. Il faut savoir que les parasites survivent dans les prés. Si les prés sont contaminés, ils survivent assez souvent, surtout les œufs des parascaris pendant l'hiver. Donc, ce sont des choses très importantes. Merci, Guillaume. Une mesure aussi pour la prévention, c'est certainement d'essayer de stopper, de faire une quarantaine, pas simplement pour la grippe et le herpès, mais aussi pour les crottins, des chevaux qui effectivement, éventuellement, rentrent sur votre élevage, et à peine des juments. Qui amènent pas mal de parasites qui sont éventuellement résistants à certains vermifuges. Donc attention à l'arrivée, éventuellement, si la jument n'est pas bien vermifuger, instaurer une quarantaine de 3 jours pour qu'elle n'excrète pas les crottins dans vos paddocks et dans vos prés, et idéalement faire un test 10 jours après pour savoir si elle recontinue à excréter des crottins contaminés. Si les juments, en général pour les juments qui sont stationnés chez vous ou vos propres juments, si elles sont faibles excrétrices, il suffit à l'heure actuelle, si vous avez un bon management de vos prés, de vermifuger 1 ou 2 fois par an, ça suffit.
Et dans les autres périodes, prendre des quotas, les envoyer, est-ce que mes juments excrètent ou non, et vous vermifugez de façon individuelle si effectivement les juments ou vos chevaux sont excréteurs. Si une jument est fort excrétive, parce que c'est très, très individuel de cheval à cheval, ces juments-là, il faut les vermifuger d'une façon plus fréquente, 3 à 4 fois par an. Et effectivement, de temps en temps, recontrôler l'excrétion de la jument pour vraiment faire une vermifugation absolument individuelle. Et au point de vue des poulains, les nouvelles données scientifiques sont très très claires que si votre élevage est assez peu contaminé, la première vermifugation qu'un poulain doit avoir, ça suffit à la 8e ou 10e semaine de vie. Pas avant, ce n'est pas nécessaire au point de vue du cycle des parasites. Et ensuite, tous les 2 à 3 mois, en dépendant de la quantité de poulains que vous avez et de leur statut d'excrétion. Il y a 2 ou 3 thèmes que j'aimerais bien encore aborder au point de vue du welfare. C'est le transport des juments avec leurs poulains. Vous voyez ici en gros de transporter une jument sans son poulain, c'est inacceptable, j'imagine, sauf cas d'urgence. Si la jument est en colique aiguë, elle doit aller en clinique, il est sûr qu'il faut penser au poulain et qu'il ne soit pas endommagé par une jument qui éventuellement se roule sur le vent. Mais de laisser un poulain à la maison pendant que la jument fait walk-in chez un étalon, c'est absolument inacceptable, j'imagine. Et en général, et ça a été assez bien examiné par une petite étude en Autriche, chaque transport est assez stressant chez les poulains. C'est assez facile aujourd'hui d'évaluer le stress des poulains si on récupère les crottins qu'ils font après. S'ils sont stressés, le cortisol dans les crottins, c'est une méthode pas invasive du tout, le cortisol grimpe. Donc ça, c'est vraiment des méthodes assez simples pour évaluer le stress. Oui, effectivement, un transport du poulain même avec sa jument dans des conditions traditionnelles, attachées, est assez stressant. Ce qui n'a pas été évalué pour l'instant, c'est des techniques de transport que je vous montre rapidement. Les meilleures techniques de transport, vous connaissez probablement mieux que moi, mais je trouve que c'est important de savoir, c'est de transporter les chevaux non attachés, très très important, Des Lieden, qui éventuellement viendra tout à l'heure, l'Irlande qui a énormément fait d'études sur le transport et le meilleur transport des chevaux, aussi international. Il a très bien montré que les chevaux ne doivent plus être attachés aujourd'hui dans les vents, qu'ils doivent manger sur le sol, pas dans les sacs. Et le transport de façon idéale, c'est effectivement si les chevaux sont en travers ou sont transportés à reculons. Durée maximale de transport, vous trouvez ça dans les guides de bonne pratique. Et là, je vous montre deux petits films. Ce sont des chevaux qui font, ça c'est une jument et un poulain qui sont sur un transport international d'Irlande en Allemagne, tranquille. Il y a une petite pause ici sur le ferry, sur le bateau. Les chevaux mangent sur le sol, tout est tranquille. Et l'autre ici, la même chose. C'est un transporteur qui essaye de faire tout bien. Il regarde, il contrôle ses kikis. Voilà, le poulain dort, tranquille. Les voisins, hop, on voit, c'est un petit peu sombre. Il a quatre juments à bord. Les juments mangent tranquille leur foin et les poulains mangent aussi. Pas de stress du tout, pas de problème respiratoire après le transport. C'est vraiment quelque chose que nous connaissons bien, les vétérinaires. Donc il y a des améliorations dans les moyens de transport pour les chevaux qui sont vraiment importantes. Un tout petit thème, c'est le sevrage du poulain. Ça a été assez bien établi depuis 1980. Beaucoup de chercheurs ont essayé de voir quelle était la meilleure méthode de sevrer les poulains. J'imagine que vous tous avez une méthode qui est vraiment beaucoup plus humaine. C'est le sevrage progressif. Il est vraiment à favoriser, ça
c'est très très clair. C'est pas toujours facile, mais c'est faisable si on le veut, parce que le sevrage abrupt, il provoque toujours une quantité de cortisol extrêmement haute dans les crottins des poulains. C'est très facile à évaluer. Donc, attention, ce sevrage abrupt, s'il n'y a pas d'autre option, on peut un petit peu l'améliorer si le poulain est bien préparé à manger les concentrés, par exemple, avant le sevrage. 6 semaines avant, on commence pour que la consommation de concentrés soit familière. Et s'il est idéal de laisser un oncle ou une tante, donc un cheval adulte, dans le groupe des pouliches, dans le groupe des jeunes étalons, ça calme vraiment le groupe, c'est très très clair. Donc ce sont des mesures en général vraiment faisables. Et mon dernier point, ça concerne les préparations en vente. À ce sujet-là, il y a beaucoup de techniques, j'imagine, mais très peu de données pour essayer d'orienter les éleveurs, j'imagine, sur une bonne ou une préparation peut-être un petit peu exagérée dans certains cas. Il y a eu quelques études aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Effectivement, il semble beaucoup mieux d'essayer d'avoir dans la phase de préparation aux ventes un mi-temps, quoi. La nuit au box et la journée sur les prés et en pré-entraînement ou en préparation aux ventes, en marché et apprendre toutes ces choses. Il y a d'autres éleveurs qui laissent les chevaux 22 heures dans le box. Ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Et une durée de 6 à 8 semaines, ça leur donne vraiment du temps de bien comprendre tout le programme, parce que c'est énorme ce qu'ils doivent apprendre. L'alimentation est extrêmement variée dans tous les systèmes. Chaque éleveur a sa propre philosophie et stratégie. Attention, si les chevaux deviennent trop beaux, trop parfait, c'est éventuellement problématique au point de vue du squelette, donc c'est quelque chose à considérer. Et puis, il y a beaucoup d'expérience, mais peu de données, et j'ai fini, et merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Merci beaucoup, Monica. Des questions dans la salle? Le problème des juments ou des poulains qui tiquent. Alors, d'après mon expérience, ça n'a pas d'effet obligatoirement très négatif sur les juments. Enfin, moi, je sais que ma meilleure jument que j'ai eue dans ma vie, elle tique terriblement. Mais en même temps, vous parlez de mettre la nourriture au sol, certes, mais au box, il y a toujours quelque chose sur lesquels ils peuvent tiquer. Au paddock aussi, il y a les clôtures. Donc, ce n'est pas une solution suffisante. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Probablement, mais les spécialistes. Mais j'ai visité un entraîneur en Allemagne, Baden-Baden. Il avait toutes ces mangeoires à cette hauteur-là. Je dis, mais il y avait des poneys Shetland avant dans votre écurie? Non, mais j'ai pas de tiques à l'air dans mon écurie. Et effectivement, si vous voyez le guide de management des chevaux en Allemagne, il est interdit d'avoir des mangeoires à cette hauteur-là. Ce n'est pas physiologique. Les chevaux sont vraiment construits dans leur corps et dans leur tête plutôt pour manger plutôt bas. Donc ça, c'est éventuellement un petit trick en plus qui m'a amusée. Je me suis dit, mais c'est une bonne idée, c'est facile. Effectivement, il faut éventuellement penser différemment, penser plus chevaux, encore plus. C'est ça. Est-ce que ça a vraiment des conséquences graves sur la santé du cheval, le fait de tiquer? Le risque est un tout petit peu plus grand sur les chevaux qui tiquent à l'air, d'avoir une colique du petit intestin qui va être chirurgicale. Mais c'est un tout petit risque. Et ouais. C'est vraiment. Mais il est là. Sinon, et puis vous avez quand même, enfin nous on voit ça assez souvent comme vétérinaire, si un cheval aspire beaucoup d'air, et c'est un cheval de selle, une jument c'est pas trop gênant, mais l'abdomen est plein d'air quand même. C'est gênant pour les cavaliers, il faut d'abord qu'ils passent tout cet air, c'est le désavantage. Ouais.
Merci beaucoup, Monica. Merci encore. On n'a pas fini de parler de bien-être animal, je pense, dans les années qui vont venir. Merci encore à toi. Merci.